Georges Perec a gagné une réputation mondiale en écrivant un livre, La disparition, où ne figure pas la lettre E. Derrière cette disparition s'en cache en vérité une autre, celle de ses parents. Son père, engagé volontaire pour la France, est mort sur le front en 1940 et sa mère, déportée à Auschwitz en 1943, n'est jamais revenue. Pour lui, l'écriture fut un moyen puissant de retenir quelque chose, d'empêcher la dissolution du temps, de la mémoire et de l'espace. En 1969, Georges Perec se lance dans un projet littéraire audacieux. Choisir 12 lieux parisiens et consacrer à chacun 2 textes par an pendant 12 ans, l'un écrit sur place et l'autre de mémoire, le tout suivant un schéma mathématique. J'ai commencé en 1969, dit-il, j'aurai fini en 1980. J'ouvrirai alors les 288 enveloppes cachetées. Cet inédit posthume, intitulé Lieux, paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil. Pour nous parler de cet objet littéraire insolite, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Burgelin et Maxime Decoux. Bonjour et bienvenue. Un mot sur vos parcours. Claude Burgelin, vous êtes professeur émérite de littérature contemporaine de l'Université Lyon 2. Vous avez écrit plusieurs ouvrages éclairant l'œuvre de Perec, que vous avez connue. Et vous êtes l'auteur d'une très belle préface à l'édition de Lieux, que nous présentons aujourd'hui. Maxime Decoux, vous êtes enseignant-chercheur en littérature, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, auteur de nombreux ouvrages dont Écrire la judéité aux éditions Champvallon, et vous avez été en charge de l'édition de plusieurs textes de Perec en Pléiade. Vous avez aussi dirigé le numéro de la revue Europe consacré à Perec. Alors, pour une présentation de Lieux, une première question à Claude Burgelin. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs l'histoire de cet ouvrage, cette histoire d'enveloppe cachetée découverte dans le bureau de Perec, rue Linné, dans le 5e arrondissement? Alors, reprenons l'histoire au commencement. En 1967, il a écrit Un homme qui dort, dont toute la seconde moitié raconte une errance dans Paris et les lieux ne lui répondent pas, il n'y rencontre rien ni personne. 1968, il écrit sur un bout de papier « Il faudrait dire je, il voudrait dire je », comme si je était quelque chose à conquérir. Ce qui est si naturel pour nous lui paraît un obstacle, dire un je qui a une densité. Par ailleurs, il vit une rupture sentimentale très douloureuse en cette année-là. Et donc, il va construire le projet de Lieux. Il se présente comme une espèce d'expérience, et Perec a adoré le rituel de l'expérience. Donc l'expérience est la suivante, il va 12 ans de suite dans 12 endroits de Paris qui ont un magnétisme pour lui, auquel quelque chose de sa vie s'est accroché. Il écrit un texte une fois sur place et une autre fois de mémoire. Le texte sur place, il appellera ça les réels. Il décrit ce qu'il voit, même si ce qu'il voit n'a aucun intérêt. C'est du genre, au numéro 27, il y a une boucherie, au numéro 29, il y a une blanchisserie, etc. Il les dispose dans une structure mathématique, le bicarré latin d'ordre 12, que je me garderai bien de vous expliquer, mais qui est une organisation parfaite, ce qui fait en sorte en particulier que jamais les souvenirs d'un lieu et le réel de ce lieu ne coïncident, sauf une fois par an. Les 2 premières années sont passionnantes, parce que là, effectivement, il a des choses à dire, notamment sur sa mémoire, et il parle d'années dont il n'a jamais parlé ailleurs, c'est-à-dire les années qui séparent la fin de l'adolescence et l'arrivée à l'âge d'homme, qui sont pour lui des années de marasme, où il se cherche auprès d'autrui, dans des flirts pas bien convaincants, et il se cherche dans les lieux de la ville. Et les lieux de rencontre qu'offre la ville, les cinémas, les bistrots, les restaurants. Bon. Et là, il arrive donc à reconstituer quelque chose de sa mémoire de ces années-là. En même temps, il dit vouloir observer un triple vieillissement, celui de sa mémoire, celui des lieux et celui de son écriture. Et bien c'est raté de ce point de vue-là, parce que les lieux changent extrêmement peu, une rue d'une année l'autre bouge peu, à part la rue Villain, la rue de son enfance, qu'il avait détruite progressivement tout au long de ses années. On en parlera, oui. Le vieillissement de son écriture, ben non, elle ne change pas.
Et le vieillissement de sa mémoire, il s'aperçoit qu'il ressasse les mêmes souvenirs. Et donc on comprend pourquoi peu à peu il s'est dépris du projet et il a laissé tomber à partir du moment où il a écrit Espèce d'espace, qui est le livre fondamental qu'il a à écrire sur les lieux, et W, le souvenir d'enfance, sur son enfance, la biographie, la part la plus consistante de sa biographie. Et puis il entreprend une psychanalyse en 71 à 75 qui va aussi contribuer à faire en sorte que le projet du lieu s'effondre. Et donc il l'a laissé tomber, il en a extrait quelques morceaux des réels, il a appelé ça tentative d'épuisement du lieu parisien, et puis il l'a comme oublié. Quand il est mort en 1982, les enveloppes étaient là, on ne les a pas ouvertes tout de suite, puis l'ayant droit avec Philippe Lejeune les a ouvertes. Philippe Lejeune en a tiré un très beau texte paru dans La mémoire et l'oblique. Et puis, pendant des années, on s'est demandé comment éditer Lieu. Il fallait y aller avec prudence et doigté. Il fallait que la connaissance de Pérec soit affirmée pour qu'on puisse livrer cela au public. Et il fallait trouver aussi un principe d'organisation de cet ensemble inachevé. Ça a été donc un travail de longue haleine. Et pour moi qui ai vu les enveloppes avec leur bout de papier assez infâme souvent, avec du Pérec écrit dans tous les sens, c'est un petit miracle de trouver cet objet libre qui est d'une grande élégance. Tout à fait, oui. Pérec, d'une certaine façon, je vais reprendre les mots de Jean-Jacques Rousseau, a formé là une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et n'aura point d'imitateur. Parce qu'effectivement, personne n'aura l'idée de faire un machin comme ça. Et une entreprise dont il disait lui-même qu'elle était monstrueuse mais exaltante. Alors, pourquoi 2 textes par lieu? Vous, Maxime Decoux, qui avez travaillé sur la mémoire dans l'écriture de Pérec, qu'est-ce que ça traduit de vouloir dissocier le lieu réel et concret du souvenir? Je ne sais pas s'il y a vraiment dissociation ou au contraire dialogue. L'idée, c'est plutôt de les faire dialoguer. Pérec est à la recherche d'un ancrage concret pour sa mémoire, au contraire. Donc l'idée, c'est plutôt non pas de séparer le lieu réel et le lieu de mémoire, mais plutôt d'organiser une sorte de dialogue, ce qui est d'ailleurs assez bien fait sur le site internet qui accompagne l'édition, dans lequel on peut passer du souvenir, du texte réel au texte souvenir, et on peut vraiment les lire pour un même lieu, la partie réelle, la partie souvenir. Donc l'idée, c'est plutôt ça, et d'ailleurs c'est ce qu'il dit aussi dans Espèce d'espace. Il rêve d'espaces fixes qui ne bougeraient pas, de lieux d'ancrage. C'est vraiment un désir de Pérec et qui s'accompagne en même temps d'une angoisse par rapport à la mémoire, d'une peur de l'oubli, et qui s'incarne dans ce projet. Vous avez écrit dans votre introduction au numéro de la revue Europe consacré à Pérec, un texte qui a pour titre Les Madeleines de Georges Pérec. Mais pour autant, si dans l'œuvre de Proust, par exemple, la découverte d'une Madeleine, de la Madeleine va donner lieu à la récupération d'un souvenir, à quelque chose finalement qui n'est pas totalement perdu, chez Pérec, on a l'impression que c'est beaucoup plus ambivalent. Si par exemple on se reporte à un souvenir qu'il a, rue Villain, c'était la rue de son enfance, la photo d'ailleurs de la couverture du livre représente Pérec rue Villain. Donc le jour où il écrit le souvenir de la rue Villain, il se souvient d'un tas de jeux yiddish, il reconnaît une lettre et finalement il conclut en disant que cette lettre n'a jamais existé et que de toute façon il ne l'a jamais employée. Donc est-ce que c'est vraiment une Madeleine? Alors il y a effectivement donc, cette scène importante qui est reprise ensuite dans W, où Pérec identifie, Pérec enfant se souvient, mais dans W c'est la même chose, hein. La plupart des souvenirs qu'il donne
sont suspectés d'être faux. Il ajoute souvent des notes pour dire que c'est improbable que ce souvenir ait existé, qu'il y a une contradiction, que non, il n'avait pas le bras cassé à cette époque. Enfin, il y a tout un tas de systèmes pour mettre en cause la mémoire. Et d'ailleurs, W ou le souvenir d'enfance repose sur une affirmation qui est formulée au début de la partie autobiographique, c'est « je n'ai pas de souvenir d'enfance ». Donc il y a effectivement une relation paradoxale à la mémoire. Alors ce souvenir-là, il apparaît des lieux et il sera central dans W. C'est un des souvenirs où le lien problématique à la judéité, passant ici par la tradition juive, par la question de la langue, apparaît. Et c'est intéressant de voir que que le souvenir apparaît dès le projet de lieu, parce qu'en même temps, donc dans ce souvenir, Pérec identifierait une lettre, mais il dit que la lettre, il n'est pas exactement sûr alors il la dessine, le nom, il ne sait pas exactement, et il dit qu'il y a toute chance que ce ne soit pas un véritable souvenir, mais en même temps, dans ce souvenir-là, il y a des gens qui sont là et qui admirent la facilité avec laquelle cet enfant arrive à reconnaître les lettres. Donc comme s'il était intégré dans une communauté juive, alors qu'il ne partage pas, et c'est ce qu'il dira dans Ellis Island, il ne parle pas la langue que ses parents parlaient, il n'a jamais parlé yiddish, et donc il a au contraire le sentiment d'une rupture définitive avec la tradition juive, puisque rien ne lui a été transmis de ce côté-là. Et donc ce souvenir-là, c'est aussi, d'ailleurs pour ça qu'il en doute, peut-être aussi un fantasme d'appartenance, d'un héritage retrouvé, alors que personne ne lui a transmis. Et qu'est-ce que lui a apporté son investissement dans ce groupe de littérature expérimentale qu'on appelle l'Oulipo? L'Oulipo l'a comblé de joie, parce qu'effectivement, lui a donné comme une assurance, il était en terrain sûr, avec les 26 lettres de l'alphabet. Il avait trouvé son lieu, et ça c'est très important pour lui, et on voit que dans les ouvrages suivants, ce qui est fondamental, c'est la structure qu'il met en place. Dans W, le souvenir d'enfance, la structure qui met en place l'opposition de l'autobiographie stricto sensu et d'une aventure fantasmatique, du roman qu'il s'est écrit à partir de cela. La vie mode d'emploi, le roman s'écrit à partir du moment où il est divisé l'immeuble en 100 cases. À partir de là, les histoires peuvent proliférer. Mais donc, toujours, il lui faut une structure qui tienne, qui ne soit pas de l'ordre de la contingence. Et la perfection mathématique le comble de ce point de vue. Mais cette perfection mathématique, disons qu'elle comble l'orphelin qui a perdu ses parents, qui a perdu aussi sa mère à Auschwitz, qui est un lieu, mais c'est en même temps un non-lieu. Enfin, c'est le lieu de l'absurdité. Donc, c'est absolument le non-lieu. Il a effectivement perdu tout souvenir d'enfance. Et au fond, il a perdu non seulement sa mère à Auschwitz, mais il a perdu aussi l'enfant qu'il fut auprès de sa mère dans les années de la rue Villain. Tout ça est tombé dans le grand trou. Et d'une certaine façon, et W le raconte très intelligemment, c'est une sorte de second Georges Perec qui naît, qui se crée avec l'arrivée dans le Vercors, mais au-dessus du vide et de ce premier Georges Perec disparu à jamais. D'où l'importance des structures qui le maintiennent depuis. Et d'autant, peut-être qu'on peut ajouter, dans les structures que Perec mobilise, il y a toujours une place pour le vide, pour quelque chose qui manque. Dans l'immeuble de la vie mode d'emploi, il manque un chapitre et une case sur le plan. Dans la disparition, la question est aussi celle donc de la disparition du E, de la lettre E, mais aussi des personnages, et ça se reflète dans la structuration du livre, puisqu'il manque un chapitre et une partie qui correspondent, donc il manque le 5e chapitre et la 2e partie, puisque le E est la 2e voyelle et la 5e lettre de l'alphabet. Donc vous voyez, les structurations permettent toujours à Perec aussi de faire apparaître les manques. Il y a ce double mouvement de construction, mais qui est toujours sapé à un niveau, à un moment ou à un autre. Et ce manque est quelque chose qui la rattache à la judéité. Delphine Orwiller, dans son dernier livre, parle de la nécessité qu'il y a pour un juif, quand il construit une maison, de laisser justement une place qui manque dans la maison. Je ne sais pas si Perec connaissait cette tradition, toujours est-il qu'il a laissé effectivement dans la fondation en bas à gauche un manque dans l'immeuble de la vie mode d'emploi.
Et l'infraordinaire, qu'est-ce que ça traduit par rapport à ce manque Alors, l'infraordinaire, c'est quelque chose que Pérec développe alors, dans une série de textes brefs qui sont parus en revue et qui ont été publiés de manière posthume, donc dans un volume qui s'appelle L'infraordinaire. C'est une manière de regarder, et c'est ce qu'on trouve déjà en germe dans le projet Lieu, une manière d'être attentif à ce qui n'est pas vu d'habitude, ce que l'habitude nous masque, donc ces petits riens de l'existence qui disparaissent à force de l'habitude. Et c'est un lien avec le monde, un lien attentif, un lien éveillé sur le ténu qui permet une forme d'ancrage et qu'on voit bien dans Lieu, pour se rattacher au réel, que Pérec développe. Et d'ailleurs, finalement, c'est dans Ellis Island qu'il va utiliser et théoriser aussi cette méthode de l'infraordinaire. Peut-être qu'on peut dire un mot oui, alors, sur Ellis Island. Ellis Island, c'est un film documentaire qu'il réalise avec Robert Bober sur l'île d'Ellis Island aux États-Unis, où est arrivé, donc c'était le centre de tri de l'immigration américaine donc, pendant longtemps. Quand un réalisateur à la recherche de ses origines rencontre par hasard un écrivain, lui aussi à la recherche de ses origines, ils parlent d'Ellis Island et ils font un film sur Ellis Island. Ellis Island, c'est un minuscule îlot à quelques centaines de mètres de New York où 16 millions d'émigrants ont transité au début du siècle dans cette île transformée en centre d'accueil par le gouvernement américain. Ce récit de l'errance et de l'espoir de ces millions de gens qui venaient chercher une vie nouvelle en Amérique, ce grand thème de America, America, c'est celui-là qu'on a voulu explorer et décrire. On peut aussi se dire que dans 10 ans, on ne pourra plus faire. Parce que dans ce film, on rencontre des gens qui sont passés par Ellis Island. Le plus jeune a 74 ans, le plus vieux a 96 ans maintenant. Et dans 10 ans, il n'y aura plus de survivants de cette aventure. Et Pérec explique que, alors bien sûr, ça n'a pas été le destin de sa famille, qui n'a pas immigré à Ellis Island, mais ça aurait pu être son propre destin. Et donc à Ellis Island, aux côtés de Robert Bober, Pérec s'interroge justement, donc, en filmant les lieux, c'est au moment où l'île est devenue un musée, il s'interroge, il y a plusieurs passages où il s'interroge sur la manière de regarder, comment regarder ces lieux, l'idée étant de ne pas leur redonner vie artificiellement, mais d'essayer de retrouver quelque chose de ce qui s'est passé. Et c'est dans ce texte que Pérec a les interrogations les plus explicites sur la question de sa judéité, notamment en comparaison avec Robert Bober, qui entretient un rapport totalement différent avec la transmission et les siens. Et Pérec explique qu'il n'est pas différent des autres, il est différent des siens, parce que rien ne lui a été transmis. Et il dit, je ne parle pas la langue que mes parents parlèrent. Il y a vraiment le sentiment d'une rupture, mais en même temps d'un questionnement qui se fait dans Ellis Island extrêmement explicite. Et on a le sentiment que c'est l'aboutissement d'un lent tâtonnement par rapport à la question de ses origines et de sa famille, et qui aboutit finalement dans Ellis Island à ce très très beau texte où il s'interroge sur l'exil, l'errance, grâce à ce lieu qu'est Ellis Island. Donc on retrouve aussi la question du lieu et de l'infraordinaire ici, oui. Du regard qui est porté. Il est condamné à devenir un juif errant hors de la judéité. Et en même temps, il cherche à dire « je ». Il cherche à dire « je » et il y arrive. Un mot peut-être sur ce parcours itinérant qui accompagne la publication du livre physique. De quoi est-ce qu'il s'agit de ce parcours en ligne ? C'est une expérience très passionnante et très originale là encore, puisqu'on peut lire tout autrement Lieu qu'on ne le fait d'habitude. Vous ouvrez votre ordinateur et vous choisissez par exemple une case au hasard. Vous verrez donc Lieu, mettons Jussieu, souvenir numéro 1, 1969. Une case dans le tableau. Dans les 288 qui sont proposés. Et vous pouvez inventer votre propre parcours de lecture en sautant d'une case à l'autre, comme c'est une des possibilités du numérique, et dont je pense qu'elle aurait enchanté Pérec, qui était très gourmand de ce genre d'expérience. Dans tous les cas, j'invite nos auditeurs à visiter ce parcours et à retracer les lieux
de la vie de Pérec. Je vous remercie beaucoup d'être venu ici pour nous parler de cette œuvre originale et de ce livre posthume, inédit et posthume, qui paraît aujourd'hui aux éditions du Seuil.